cette semaine, nous sommes à Rehaut-Pal dans les Vosges, au domaine du Haut-Jardin. Et donc, c'est Didier qui va réaliser la première recette de cette semaine. Donc, on va faire un amuse-bouche. Didier, Oui, t'es parti sur quoi? Sur une tempura de consoude. Donc, Didier, on commence par quoi? Eh ben, on va préparer la pâte de la tempura. Ça marche. Hein? Donc là, tu as de la farine. T'es parti sur quel type de farine? Une farine classique? Farine classique T45. D'accord. Après, on a la levure chimique. Oui. D'accord. La fécule de pomme de terre. Oui. Là, je vois les quantités, elles sont quand même assez... Il y a pour pas mal de... Effectivement, de tempura. Après, je pense que quand c'est comme ça, on le fait pas non plus pour une personne. Non, non, on est d'accord. On va y incorporer les œufs. D'accord, donc juste les jaunes. D'accord, 2 jaunes. Et ensuite, on mélange le tout. On va mélanger avec l'eau. D'accord. Pour obtenir effectivement une belle pâte bien lisse. Bien lisse. Ça a besoin de reposer comme pâte? Oui. D'accord. Quand nous, on la prépare, c'est généralement la veille pour le lendemain. D'accord. Pour 24 heures à peu près. Ouais, donc le mieux, c'est vraiment de la préparer en amont. En amont. Super. Donc ça, c'est fait. Ensuite? Ça, c'est fait. Bah, on va la mettre sous vide. D'accord. Pour jusque demain. OK. Et comme ça, et demain, on la remet. Donc tu en as préparé une d'avance. Une d'avance. Et tu vas sortir celle-là qu'on va travailler. Donc voilà ce que ça donne après 24 heures. Hein. Ça, c'est celle que tu as préparée hier, Didier. Ouais. Et donc, on va la mettre ensuite dans le siphon, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi tu la mets dans le siphon? Pour l'aérer un peu plus. D'accord, OK. Ouais, pour avoir vraiment quelque chose de très, très aérien, quoi. Hop là. Et après, j'imagine, enfin voilà, on va la gazer. On va gazer pour avoir un maximum d'air, quoi. On va prendre nos feuilles de consoude. D'accord. Donc, feuilles de consoude. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. Là, ça vient du jardin. Oui. Pourquoi tu as choisi de travailler la consoude? Enfin, en gros, comment... et quelles sont les particularités d'un point de vue du goût? Tu connais la bourrache? Oui. Eh ben, c'est à peu près la même chose. D'accord, ok. Alors, si moi, j'ai pas de consoude dans mon jardin, je peux prendre quoi, par exemple, pour faire une tempura comme ça, herbacée? J'ai des orties, ouais. Et ben voilà. Ok. Donc ça fonctionne avec les orties, les fans de radis, les fans de carottes, la bourrache. Donc ça, c'est bon, on les a préparés. Donc là, tu vas retirer finalement la préparation du siphon. Hein, parce qu'il faut bien qu'on trempe notre feuille dedans. On va verser dans un récipient. Oui, donc c'est parti. Et ensuite, donc tu vas... on va tester, on va voir. Hein. Ouais, on met donc la feuille de consoude dans la préparation, donc recto verso. Et puis après, on va les passer dans la friteuse. Dans la friteuse. Hop là. Donc là, on attend une légère coloration pour pouvoir les sortir. Hein, c'est ça ici. Donc ça, c'est bon. Donc dès qu'on a une belle coloration, c'est vrai que ça... On est vraiment sur... ça a pris vraiment du volume, finalement. Donc, un papier absorbant. Et puis, tu vas mettre une petite touche de sel au dernier moment. Enfin, là. Bon, bah, top. Eh ben, on va goûter. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, voilà. Le petit dernier. Eh ben, maintenant, on n'a plus qu'à goûter. Voilà. Bon, on y va, on goûte? On goûte. Allez, c'est parti. C'est top parce qu'en fait, effectivement, tu as l'impression de manger un nuage. Un nuage, mais... Tout en étant croustillant. Ouais, exactement. Il y a le côté croustillant, mais en même temps aérien. Et le côté, effectivement, ce que tu disais, un peu bourrache, que tu retrouves, qui est très, très sympa. Et je trouve que, mine de rien... Alors bon, il faut avoir de la consoude, mais si on n'en a pas, on peut prendre plein d'autres choses, même la traditionnelle fleur de courgette, pour le coup. Tout à fait. Qui fonctionnera. Et c'est vrai que cette petite astuce-là du siphon, c'est top, je trouve. Ça a un côté vraiment très aérien. Donc, on valide, chef. On valide? Ouais. On fait quoi ensuite? Un tartare de bœuf. Voilà, donc ici, nous allons mettre du beurre, mais c'est du beurre clarifié. Un tartare, c'est cru. Mais là, on va travailler sur 2 textures. D'accord. Une texture qui sera déjà cuite et le centre qui ne sera pas cuit. D'accord, donc un peu esprit tataki. Voilà. Ok. Donc là, c'est parti. Donc, on saisit notre bœuf. Là, c'est quelle partie, du coup, du bœuf?
Ben, on est parti sur la tente de cran. D'accord. Alors, c'est un bœuf qu'on a reçu la semaine dernière. Oui. Et on utilise toutes les parties du bœuf. Tu reçois en fait l'intégralité Voilà. de l'animal et après vous, en fonction de, vous le préparez et vous allez imaginer des recettes autour de ça, quoi. Voilà, tout à fait. Et ensuite, donc tu débarrasses. On va le débarrasser. Et le laisser refroidir parce que c'est un tartare. Donc au bouillon de salé pour les blanchir. Et donc c'est quoi comme herbe? Alors, c'est du clétone de Cuba. D'accord. Et on va utiliser aussi de la papronnelle. Et donc là, c'est bon. Donc hop, tu récupères, tu mets directement dans ton blender. Sans trop égoutter. Oui. Parce qu'il faut que ça volontairement, parce que le coulis doit être un peu épais, mais il doit être liquide aussi. Hein. D'accord. On va y rajouter du beurre clarifié. D'accord. Là, c'est parti. Hop. C'est parti. Donc là, tu veux un jus. Oui. Quelque chose de, j'imagine, tout vert. Tout vert, tout vert. Voilà. Ah oui, c'est tout vert. Hein. Donc là, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc là, on a débarrassé notre jus d'herbe et on va on l'a mis en pipette préparer notre, tout à l'heure. Notre mayonnaise. Hein, oui. On fait ça, Didier? Donc là, tu as mis deux jaunes. On va y mettre notre moutarde. Donc mayonnaise classique. On va monter une mayonnaise classique, mais pas avec de l'huile classique, mais de l'huile de papronnelle. Alors, je vais te faire travailler un peu. Ouais. Je vais te faire éventuellement tenir. Oui. Tiens, ça. Voilà. Et puis, on va la monter. On y va. Gentiment. Donc, avec cette fameuse... donc, c'est une huile neutre huile de pépin. Voilà. Neutre. Et que tu as fait, infuser... on a mis la papronnelle, dedans. Alors, je vais la détendre avec un petit peu de vinaigre pour finaliser notre mayonnaise. Pas pour finaliser, parce que j'ai encore de la moutarde à l'ancienne à mettre dedans. C'est juste pourquoi? Pour la détendre un peu? La détendre un peu, c'est tout. Okay. Là, c'est vraiment quelques gouttes. Hein. Hop. Et ensuite, donc, tu rajoutes... Un petit peu de moutarde à l'ancienne. On va l'assaisonner quand même. Donc, sel et poivre. Et poivre. Ah, c'est poivre et sel. La viande est coupée. Et là, on va l'assaisonner. Ça marche. Donc là, hop, tu mets ta mayonnaise dedans. Et ben, on va dresser. Donc là, tu as mis 2 entorte-pièces. Oui. L'idée, c'est de laisser finalement un espace... au milieu. Au milieu. Pourquoi tu vas mettre au milieu? Et ben, on va mettre le coulis. Donc là, tu tasses. Hop. Ouais. Et donc après, tu rajoutes tes petits pickles. Les petits pickles. Donc là, on a de la carotte. Oui, les carottes. On a un peu d'oignon. Qui dit tartare dit frites. Bon, c'est juste un petit rappel. Hein. Toi, c'est... Pour rester dans le traditionnel... tartare. Frites tartare. Donc, on va prendre notre coulis. Voilà. Qu'on va mettre donc... On va mettre au milieu. Au milieu. On va remettre quelques gouttes d'huile de papronnelle. D'accord. Et après, eh ben, on va déguster. Hein. On y va, on goûte, chef? Allez, on goûte. Hop là. C'est top parce qu'en fait, alors, déjà, je trouve qu'on a ce bon goût, du coup, pamprenelle, enfin herbacé, ouais. qui est là et qui est très intéressant parce que souvent, le tartare, on a un côté très frais parce que c'est de la viande froide, coupée au couteau, etc. Mais souvent, l'assaisonnement, notamment à la mayonnaise, ça a tendance, tu sais, à alourdir un peu. Ouais. Et je trouve que ça apporte vraiment de la fraîcheur. En fait, l'assaisonnement, le petit jus là qu'on a préparé. Le petit coulis. Et en même temps, tu vois, il y a un petit côté, tu vois, en fin de bouche là qui pepse un petit peu. C'est vraiment très très bon. Et puis c'est très joli, quoi. Enfin, tu vois. Et on est sur une recette tartare frites, quoi. Mais revisitée entièrement avec la petite touche, je dirais. Herbacée. Voilà, herbacée. Herbacée. Mais là, on est parti sur du bœuf. On peut faire sur veau. Oui. Et on peut partir sur un poisson aussi. Ah, c'est top. Pourquoi pas. Prochaine recette, c'est Luc qui va s'en occuper. Oui. Ton fils. Oui, tout à fait. Il a prévu quoi, tu sais? Alors, il va travailler la perche, les petits pois et la menthe. Donc là, hop, on ressort nos petits pois, donc que tu as cuits. Oui, voilà. Alors, il y a déjà une partie qu'on a cuit légèrement blanchis pour pouvoir les faire revenir après. Là, ceux-là, on les cuit un tout petit peu plus
pour pouvoir faire la purée, une purée de petits pois menthe. Valeur sûre. Exactement. Et donc, tu les plonges tout de suite dans l'eau glacée. Hein. C'est ça. Hop. Là, je les plonge tout de suite dans l'eau glacée, pas comme la recette du jus. Ça marche. On retire l'excédent d'eau et on va les mixer. C'est ça. On va les mixer au blender. Donc, dans un blender. Hop. Dans un blender, on met les petits pois. On va ajouter dedans, avant, on a fait un bouillon de cosses de petits pois et menthe. Donc, bouillon classique, c'est-à-dire que voilà, tu mets tes cosses de petits pois. Tu mets les cosses de petits pois dans de l'eau. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je donne un coup de bouillon. Ok. Et une fois que le coup de bouillon il a été donné, j'aime beaucoup l'arrêter. Oui. Et tu le laisses un peu. Et je laisse au frigo. Ah oui, ok. Combien de temps? Pendant une nuit. Ah oui, ok. Comme ça fait une infusion. On garde une infusion un peu chaude, mais sans non plus dénaturer les produits, parce que des fois, quand on va faire des infusions à chaud pendant trop longtemps, ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'on va donner de l'amertume. Et là, tu as rajouté des petites feuilles de menthe. Hein. C'est ça, feuilles de menthe. Là, j'ai fait un petit mélange de feuilles de menthe. Et donc, le fameux jus bouillon cosse et menthe, hop, c'est celui-là, et là, tu le verses. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, on n'en met pas beaucoup, parce que faut que ça soit quand même relativement épais. Oui. Bon, après, le petit pois, ça épaissit aussi hein, la texture. Ça va épaissir aussi la consistance. Ouais. Et tu rajoutes quoi? C'est quoi ça? Et là, on a fait un lait de petits pois aussi au préalable. D'accord. Alors, on va rajouter un petit peu dedans. Là, c'est du petit pois. Alors, on peut soit le faire avec de la cosse aussi, soit avec des petits pois directement. D'accord. On va prendre les cosses, par exemple, qu'on va faire infuser dans du lait. Mais juste un bouillon, comme j'ai dit tout à l'heure. Le même principe, quoi. Le même principe. Sauf que là, on va mixer. mixer. Du lait et tu mixes. Ouais. Là, on va assaisonner un petit coup avec un peu de sel. D'accord. Donc, tu vérifies. Hop. Tu mets ton assaisonnement. Et là, ça va être fini. D'accord. Donc là, on va arrêter. On est bien. Donc là, on va pocher les perches. C'est ça. On va pocher les perches donc dans le même bouillon de petits pois, à cause de petits pois menthe qu'on avait utilisé pour faire la purée de Oui, petits autant pois. Rester dans la même philosophie et de l'utiliser, quoi. C'est ça. Donc on va faire bouillir le bouillon de petits pois menthe, d'accord. Une fois qu'il bout, on va incorporer, donc on va y mettre, les morceaux de poisson qu'on a déjà découpés. Oui. Moi, je les sale un petit peu avant, soit en saumure, soit salé à sec, d'accord. D'accord. Mais pas longtemps, une dizaine de minutes, ça suffit largement. Mais au moins, ça permet de raffermir un peu les chairs. Et on n'est pas obligé de les ressaler derrière dans le... Et là, donc, tu coupes. On coupe. Et tu laisses combien de temps? Le temps qu'on va faire pour faire la cuisson des petits pois et du riz. Ok. Donc là, on a un riz noir qu'on a cuit façon pilaf au préalable. Et en même temps, on va utiliser aussi de la masaké. La masaké, c'est une base de riz fermenté. Un peu gluant, un peu comme chez les Japonais et les Asiatiques qui utilisent beaucoup ce genre de produit. De base, c'est un alcool aussi, une boisson fermentée alcoolisée. Mais on va utiliser, nous, la base de cette préparation alcoolisée. D'accord. De cette préparation. Donc, et au niveau du goût, ça va donner quoi? En fait, on accentue un peu les arômes du riz. On va être vraiment sur... C'est un peu compliqué à définir un goût parce que chaque personne ne vont pas avoir les mêmes goûts. J'ai eu un client un jour qui m'a dit est-ce que j'ai mis de la fève de cacao dedans? Je lui ai dit non, pas du tout. C'était juste le côté de la masaké qui rendait ça. Et après, derrière, ça dépend vraiment des gens. D'accord. Mais en général, voilà, on est plutôt sur un goût prononcé de riz, quoi. Ouais. Donc, tu as mis un petit peu de beurre clarifié. Clarifié. Et là, donc, hop, tu mets ton riz. On met le riz. Comme ça, lui, il va réchauffer tranquillement. On va mettre les petits pois à côté. Là. Ce qu'on peut faire aussi pour les petits pois, par exemple, c'est rajouter... Là, nous, on va remettre un peu d'échalotes aussi avec. Oui. Mais je voulais pas faire suer mes échalotes avant. Parce que des fois, j'aime bien le côté un peu encore mâche de l'échalote. Le côté un peu frais. Et au dernier moment, on viendra rajouter un peu de menthe ciselée. Directement dans les petits pois. C'est ça. On peut mettre aussi du lierre terrestre, par exemple, en plus. Parce que le lierre terrestre, c'est une plante qui a un peu des arômes de mentholés. Ok. Donc, on peut y rajouter aussi un petit peu ça. Et donc là, tu mets ta fameuse cuillère de... D'amasaké, c'est ça. Alors, on a quasiment terminé. Hein. On a terminé. On va récupérer nos perches, on dresse et on goûte. Donc là, c'est parti pour le dressage. On va déjà juste retirer les perches, sinon après, elles vont trop cuire. Oui, hop, tu les retires. Et puis l'idée, c'est
c'est effectivement d'être sur quelque chose qui est quand même nacré à cœur. C'est une perche que tu sources où? Alors là, c'est une perche qui nous vient du lac Léman. D'accord. Je travaille avec un pêcheur de là-bas. Oui, le même que tu as depuis quelques temps maintenant. Le même que j'ai, Eric Jacquet, un gars qui est vraiment super. Et on travaille avec lui, je travaille de la perche, je travaille de l'omble sauvage, de la truite sauvage, du brochet. Donc uniquement, effectivement, du poisson de rivière. Exactement, uniquement du poisson d'eau douce. On ne trouvera pas ici, au domaine du Haut-Jardin, un saumon ou... Non, et quasiment que du poisson sauvage aussi. Je veux pas vraiment utiliser de poisson de poisson d'élevage. Pourquoi? Je sais qu'il y en a qui apprécient. Les chairs, on est sûr d'avoir une qualité toujours pareille. Mais moi, je sais pas, je préfère les poissons sauvages. Il y a un meilleur goût, il y a une meilleure fermeté, je trouve, du poisson. Oui, c'est mon point de vue après. Bah, c'est un parti pris de chef. Exactement. Ensuite, donc, tu mets ta purée. En fait, la purée va également servir un peu de sauce. C'est pour ça que je veux pas qu'elle soit trop épaisse. Oui, c'est le végétal, pour le coup, qui fait la sauce, quoi. C'est ça. Hop là, super. Magnifique. Et là, tu rajoutes... On va venir y mettre une petite fleur de pensée. Sur le violet sur le vert, ça fait toujours très joli. Et là, je mets aussi 2 petites touches de lierre terrestre, du coup, qui rappellera le côté mentholé de la menthe, en même temps pour la décoration. Eh ben, on va goûter? Tout à fait. Bon, on y va, on goûte? Oui. Tac. C'est rigolo parce que c'est au niveau du goût, c'est exactement ce que je m'étais fait dans la tête, en ce sens que je t'avais dit, si tu utilises ton bouillon avec tes cosses, etc., on va bien sentir ça a exaucé le goût du petit pois. C'est ça. Et c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que vraiment, le petit pois est roi. Et c'est très très bon. Puis avec la perche, je trouve que ça s'associe super bien. On est sur quelque chose qui est, je trouve, très printanier, léger. Et franchement, c'est vraiment top, quoi. Exauceur de goût. Et ça permet en même temps d'utiliser tout du petit pois aussi. T'as pas de perte. C'est ça. C'est top. On va faire quoi ensuite comme recette? Là, on va partir sur du chevreau, une épaule de chevreau cuit avec un pesto d'ail des ours et pois chiches. Donc là, tu as mis un petit peu de beurre clarifié. Tout à fait. Hein, on va faire revenir échalotes? On va faire revenir les échalotes qui ont été émincées. Et donc ça va être la base pour préparer notre houmous, hein, c'est ça? C'est ça, un houmous. Plus une purée peut-être de pois chiches qu'un houmous, mais parce que j'ai travaillé un peu différemment. Mais là, on va donc faire suer un tout petit peu les échalotes. Ça marche. On va y ajouter du pois chiche cuit. Oui. Là, on va travailler avec du koji de pois chiche. Le koji de pois chiche, c'est une maturation en quelque sorte de pois chiche cuit. Et on va venir y verser du bouillon d'asperges. D'accord. Donc bouillon d'asperges. Et là, on va laisser cuire tranquillement. Et après, on le mixera comme un houmous. Ouais, c'est ça. Donc pendant que ça cuit, on va s'occuper du chevreau. Tout à fait. C'est ça que tu as déjà paré et préparé. Ouais, c'est ça. Donc, je garde toujours les os parce que ça nous permet de lancer les sauces et tout ça. Donc là, les épaules, en fait, ça va être tout simple. On va les étaler un petit peu. J'ai redonné des petits coups de couteau pour que ça l'étale un petit peu plus. D'accord. Moi, j'utilise des cadres pour que ça fasse plus droit, plus net. Oui. Mais bien sûr, si les personnes n'ont pas de cadre, on peut toujours le cuire en cocotte. Et donc là, ensuite... On va venir mettre un peu de pesto d'ail des ours. D'accord. Donc, pesto d'ail des ours, tu le fais de manière comme un pesto traditionnel, c'est de l'ail des ours. Ail des ours, un peu de pain. Moi, je l'ai fait à la noisette, là, par exemple. D'accord. Ouais, je trouve que c'est... moi, j'aime beaucoup utiliser les produits qu'on a autour de nous. Les pignons de pain, c'est un peu compliqué d'en avoir par ici. Donc autant prendre de la noisette. Autant prendre de la noisette, un peu torréfiée. Et là, donc, on va venir... Et après, tu vas refermer. Refermer tout ça. D'accord. Ok. Et au niveau de la cuisson, c'est long? Au niveau de la cuisson, on est sur quelque chose d'assez long. Moi, je fais quand même 6 heures de cuisson à 92 degrés. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez long, on va dire. Là, on va les mettre en poche sous vide. Oui. Donc, si les gens ils ont des machines à sous vide chez eux, ils peuvent faire sur ce système-là. Sinon, comme j'ai dit, dans une cocotte. D'accord, ça fonctionne bien. Et donc, en cocotte, 6 heures, à combien, pendant combien de temps? 92 degrés aussi, 6 heures. Okay. Donc là, voilà, le pois chiche pour le houmous, il est terminé. On va le mixer. Oui. On met ça dans un mixeur
style cutter. Donc, tu gardes l'eau. Ouais. Enfin, voilà, le fameux... Le jus de cuisson. Oui, tu le gardes. Ce qui va te permettre finalement de faire quelque chose de lié, quoi. De lié, ouais, c'est ça. Et dedans, on va y ajouter un petit peu de ton pesto d'ail des ours. Du pesto d'ail des ours. Alors bien sûr aussi, on peut le faire avec le frais. On est encore dans la saison du frais, là, on peut encore en profiter. Tu peux à la limite en mettre directement comme ça, des feuilles fraîches dedans. Ouais, mais là, dans ce cas-là, je conseille de le mettre plus à la fin. Oui. Comme ça, on garde le côté bien joli vert qu'on peut trouver. Oui, tu me conseilles déjà de mixer et je remixerai un tout petit coup à la fin avec l'ail des ours, quoi. Et là, c'est parti. Donc ça, c'est prêt. Ouais, ça, c'est prêt. Donc là, on part pour les cuissons. On va utiliser un beurre de cumin et de poivre noir. D'accord. Pour cuire les asperges et le chevreau. Ça marche. D'accord. On y va. Donc c'est le seul moment où il y aura du poivre dans ta cuisine. C'est un des rares moments où il y a du poivre dans ma cuisine. Ouais, c'est ça. J'aime bien. J'en utilise pas beaucoup et là, ça me dérange pas. Là, on va mettre un peu pour finir la sauce. D'accord. Donc, ta fameuse... ton beurre clarifié. C'est ça. Tu mets. Et en même temps, on va en mettre un peu aussi pour faire pour terminer les koji. Du koji de pois chiche qu'on va pouvoir mettre dans l'assiette. Tu vas en mettre comme ça, quoi. Des échalotes que tu as coupées. Un peu d'échalotes ciselées, un peu une petite brunoise d'asperges vertes. Donc ça, c'est la viande après 6 heures de cuisson à 90 degrés, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc on l'a laissé refroidir et tu l'as coupé. Et nous, on va saisir de chaque côté, recto verso, notre fameuse épaule de chevreau. C'est ça. Hop. Nickel. Voilà. Et voilà. Donc là, on va terminer les remises à température ou finalement le poêlage des derniers aliments. Et puis après, on dresse et on goûte. On va déjà mettre la purée de pois chiche. Alors là, il y a 2 petites techniques que nous, on utilise ici. Je vais faire les 2, comme ça, tout le monde pourra voir comment est-ce qu'on fait ça. Soit je l'étale. Donc on va l'étaler tranquillement, là, dans le petit patron qu'on a là. Ok. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement des petites quenelles. Ok. Oui, si on n'a pas effectivement ce petit patron-là. Cadre, même si ça peut se faire facilement. Après, la quenelle, l'avantage, c'est que ça tient bien. Enfin, elle se tient. Elle se tient comme quenelle, c'est assez ferme quand même. Là, on a fait les koji de pois chiche, que là, on va venir mettre là-dessus. Je m'aime bien mettre un petit peu de pesto d'ail des ours, ça redonne un petit peu de saveur aussi. Ensuite, on va y mettre nos asperges. Les asperges. Le petit morceau de viande. Et on va terminer par la sauce. J'aime bien laisser des petits morceaux de... Justement, je voulais mettre les petits morceaux d'asperges et d'échalotes. Ça permet d'avoir une sauce un peu qui mâche en même temps. C'est toujours intéressant. Et voilà. Eh ben, c'est bon. On n'a plus qu'à déguster. Ouais. On y va, on goûte? On y va. Bon, je commence par quoi? Je sais même Moi, pas. j'ai commencé par le houmous. Bon, bah ça marche, alors je fais comme toi. Non, c'est top. C'est top parce qu'en plus, le chevreau, on est vraiment sur une viande qui s'effiloche et qui est très tendre après, exactement. Longtemps. Ouais, mais bon. Ce qui permet ça. Non, et c'est vraiment très très bon. On a ce bon goût de pois chiche. De toute façon, c'est un des éléments de ta cuisine. Ouais. C'est-à-dire que tu es là pour vraiment... pousser les goûts. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est vraiment très très bon. Ah ouais, là, franchement, je pense que même quelqu'un qui aime pas le pois chiche, là, tu peux aimer le pois chiche, je trouve. Oui, ouais. je pense. Non, et le chevreau, ce qui est bien, je trouve, c'est une alternative avec l'agneau. Les gens n'aiment pas l'agneau souvent parce que c'est trop fort. Ça a le goût de l'agneau sans être trop puissant. Bah nous, c'est la première fois, tu vois, qu'on en faisait. Ouais, super. C'était une belle découverte. Super. On va terminer avec un dessert. Ouais, ce sera un millefeuille opalis et fouve odorante. Alors, donc on va réaliser un dessert avec une herbe. La fouve odorante. D'accord. Je connais pas du tout. C'est quoi exactement? Alors, la fouve odorante, en fait, c'est un petit graminé. Okay. C'est le premier graminé qui va rentrer en fleurs de l'année, parce que normalement, de base, c'est une plante qu'on va trouver dans les sous-bois. Donc, avant que les feuilles, les branches, enfin les arbres ont leurs feuilles, on va trouver ça. On va être sur des arômes un peu de vanille et de fèves de tonka. D'accord. C'est vraiment une plante qui est très intéressante, gustativement parlant.
Et c'est quelque chose qu'on va trouver dans les champs. Moi, j'en ramasse plusieurs kilos et comme ça, je le fais sécher, je le garde pendant l'année. Donc là, tu l'as fait sécher et on en a mis également dans de la crème. C'est ça. Donc là, on va le faire infuser. C'est ça. Alors moi, les infusions, ce que je fais, c'est je fais chauffer ma crème, mon lait ou n'importe quoi. Je vais mettre un petit coup de bouillon et je vais mettre un morceau de film dessus. Oui. Donc là, on laisse infuser. Ouais, on va laisser infuser. Entre-temps, on va lancer un petit caramel. Ça marche. Aussi. Donc, tu me parles d'un caramel, mais tu mets de la crème. Tout à fait. D'accord. En fait, je vais faire chauffer de la crème, pour décuire mon caramel derrière. Et tu rajoutes quoi? Là, c'est du glucose atomisé. C'est un texturant un peu pour les caramels. D'accord. D'éviter que ça masse aussi. Et là, on va lancer le caramel. Et là, on va lancer le caramel, pardon. Donc, hop, du sucre. Et là, l'idée, c'est de faire quoi? Un caramel très blond ou... Ouais, on va essayer de partir sur un caramel assez coloré parce que derrière, on va décuire donc avec la crème. Et tout de suite, forcément, on va avoir une couleur qui va être très différente. Ça marche. Donc là, c'est bon. Au niveau de la couleur du caramel, on a quelque chose de bien blond. Et attention quand on verse la crème parce que ça pchite vraiment partout. Et ça peut vite déborder si on ne fait pas gaffe. Donc, il faut toujours apprendre une grosse casserole quand même. Puis y aller progressivement. Ouais. En général, il faut le faire en 3, 4 fois. Donc là, le caramel, c'est bon. Le caramel, c'est tout bon. Donc là, on va finaliser notre ganache. On va passer donc... On va passer tout ça au chinois. Oui. On le fera réchauffer juste un petit coup encore après pour vraiment le verser sur le chocolat. D'accord. Que ça soit bien chaud. Je vais juste aller faire réchauffer un peu le chocolat. Oui. Pour que ça soit plus facile pour le mélange. D'accord. Le mélange après. Et comme ça, en attendant, le chocolat, la crème, elle va rebouillir un petit coup. Je te laisse la surveiller. Oui. Donc là, hop, tu as chauffé déjà un petit peu ton chocolat. Ouais, pour que ce soit plus facile pour le mélange derrière. Et ensuite, on va mettre notre crème chaude dessus. Crème chaude dessus, c'est ça. Hop. Et là, par contre, on va le faire avec le fouet. Oui. Alors, si on veut faire une vraie ganache, pas une ganache montée, il vaut mieux le faire avec une maryse ou une spatule. Ça évite d'importer de l'air dedans. En fait, l'air, c'est un peu... ça va donner des bulles d'air à la ganache, et ce qui va faire qu'elle n'est pas extrêmement bonne après. Enfin, on peut mal la conserver et tout ça. Mais là, on va travailler sur une ganache montée, donc en fait, c'est pas grave s'il y a déjà de l'air. Bien au contraire, quoi. Ouais, bien au contraire, c'est pas du tout un souci. Là, on voit que c'est bien émulsionné. On a tout le chocolat. Donc ça, c'est bon. On va la réserver. Non. D'abord, on va remettre de la crème froide dedans. D'accord. En fait. Ce qui va permettre après derrière de rajouter donc le côté crémeux et de la faire monter. Exactement. Donc c'est pareil, on va le faire petit à petit. Ouais. Mais ça, de toute façon, tu l'as fait la veille, pareil pour le lendemain. Ouais. Et donc là, tu réserves. Et nous, on va utiliser donc celle que tu as préparée hier. C'est ça. Et on va la faire monter. Ouais. Et donc là, c'est parti. Ouais. On la fait monter. C'est ça. Donc là, tu vois, ça monte comme il faut. Comme je disais, il faut faire vraiment attention parce que ça risque de vite trancher aussi. D'accord? Oui, donc il faut surveiller, quoi. Tu ne laisses pas comme ça ton robot battre... Là, on est bien. OK. Donc là, c'est bon. Hop. On arrête et tu vas le mettre en poche. Ouais. Et après, en gros, il n'y a plus qu'à dresser puisque tu as préparé des petites bandes de pâte feuilletée. Hein. C'est ça. Par exemple, voilà, on peut partir sur déjà lancer les petites billes et venir coller derrière nos bandes de pâte feuilletée, quoi. Nos bandes de pâte feuilletée ou en intercalant un peu. Voilà. Super. Ou par exemple aussi, on peut très bien partir sur un millefeuille plus classique. Oui, après, franchement, c'est uniquement de la façon, quoi. C'est ça. Et ensuite, on rajoute donc notre fameux caramel. Notre fameux caramel. Donc là, soit on le met par-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment faire un petit trait autour, plutôt. Je trouve ça plus intéressant. Parce qu'au moins, on peut venir le chercher quand on a envie et pas l'avoir directement dans le dessert. Ce qui va être intéressant à la dégustation là qu'on va faire,
le chocolat blanc qu'on a utilisé, l'Opalis, l'Opalis, en fait, il va apporter déjà une touche légèrement vanillée. Mais en plus, la flouve odorante aussi avec des arômes de fèves de tonka. Donc ça va être très intéressant au niveau gustatif. On y va, on goûte? On y va? Là, on est vraiment dans la gourmandise à pure et simple. Ouais, pure et simple. Alors effectivement, tu as ce petit goût vanille. Alors moi, tu vois, je suis pas... j'aime bien la fève de tonka, mais il faut que ça soit bien justement dosé. Ouais. Et là, je trouve que c'est un moyen, une alternative pour apporter cette petite touche-là sans excès, quoi. Et en plus, pour de vrai, c'est une plante qui est assez facile à trouver et à cueillir. Donc, c'est très très bon, le caramel est excellent. Enfin voilà, on est vraiment sur un dessert gourmand. Oui, par excellence. Non, c'est très bon. Merci, merci beaucoup, Luc. À chaque fois qu'on vient ici, c'est vrai qu'on passe des bons moments parce que tu as vraiment une cuisine qui est assez intéressante pour nous parce qu'elle est pleine de découvertes. À chaque fois qu'on vient, on découvre plein de fleurs, de plantes. Et donc, c'est toujours un bon moment. En même temps, avec quasiment 250 plantes ici et là, le terrain de jeu est vaste. Le terrain de jeu est très, très vaste. Donc, c'est intéressant. Écoute, on reviendra l'année prochaine. Alors. Avec plaisir. Merci beaucoup.